Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voudrais vous faire partager une interview d'un naturopathe qui s'appelle Jean Brice. Il est naturopathe en Alsace, il a une école de naturopathie. Donc il exerce, il a des patients et également plein d'élèves dans son école. Et c'est un naturopathe qui n'est pas comme les autres. Donc au travers de cette interview, vous allez pouvoir le découvrir tout comme moi je l'ai découvert. Parce qu'en fait je suivais ses vidéos sur YouTube et c'est quelqu'un qui m'a énormément parlé, interpellé, parce qu'il parle de choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans la bouche d'un naturopathe. Donc Jean Brice va parler de beaucoup de sujets, mais il va aussi un petit peu démonter certaines choses, certaines croyances, notamment le frugivorisme, comme quoi l'homme serait un frugivore, descendu du grand singe, également tout ce qui va être hygiénisme, crudivorisme, végétalisme, végétarisme, etc., etc. Donc on va aborder énormément de sujets. Alors, quand j'ai découvert Jean Brice sur YouTube, j'ai suivi toutes ses vidéos et je me suis dit il faut à tout prix que je le contacte parce que je voulais vraiment vous le faire connaître. C'était ultra important pour moi. Je l'ai contacté, on a tout de suite accroché et puis il m'a dit bien sûr, pas de problème, je fais une interview. Moi j'aime bien les personnes comme ça qui vraiment ont testé sur eux, ne font pas que retranscrire en fait ce qu'ils ont appris dans leurs cours, parce que Jean Brice, bien sûr, il a appris comme tout le monde la naturopathie, sauf qu'il l'a testé sur lui et il a vu les limites, il a vu que ça ne fonctionnait pas. Il est aussi allé dans le végétarisme et le végétalisme et il a très vite vu en fait les facteurs limitants. Et ce que j'aime beaucoup aussi au travers de son parcours, c'est qu'il y a pas mal de choses en fait qu'on a en commun ensemble. Voilà, donc ça sera une première vidéo pour l'instant qu'on a fait ensemble. C'est plus une interview et puis on va dire on a placé les choses, voilà. Et là le but c'est qu'on fasse plusieurs petites vidéos. On va essayer de vous faire des vidéos de meilleure qualité. Je sais pas encore comment on va faire, mais on va y travailler. Donc ce que j'aimerais aussi c'est que on puisse être tous en interaction. Donc posez vos questions en dessous la vidéo. Posez-moi toutes les questions qui vous intéressent, que vous aimeriez aborder avec Jean Brice. Parce qu'en fait, ce qu'on aimerait faire, c'est prendre quelques questions, celles qui reviendront le plus certainement, parce que je pense qu'il y a des questions qui vont revenir très souvent. On va piocher dans toutes ces questions et puis on vous fera plein de petites vidéos sur les sujets que vous avez choisis, qu'on traite ensemble pour vraiment approfondir le sujet et en connaître un petit peu plus sur la physiologie humaine. Alors je vous le rappelle toujours, nous sommes tous différents. Dans cette vidéo, on va aussi parler de régime cétogène, de régime bas en glucides, de régime plutôt haut en gras, et puis on va dire de protéines, etc. Enfin voilà, on va aborder un petit peu tout type de sujet. Ne prenez pas tout pour argent comptant, hein, voilà, on est tous différents. Il faut que chacun trouve en fait midi à sa porte et puis chacun puisse trouver le bon compromis au niveau des macronutriments, et c'est pas évident, ça peut demander pas mal de temps, mais au moins ça peut peut-être vous éclairer sur votre profil et aussi sur votre manière de vous alimenter. Voilà, je vous laisse avec cette interview et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bien, voilà, donc je suis Jean-Brice Thivan, je dirige depuis 15 ans la formation à la scène de naturopathie. Alors, je vais vous expliquer rapidement mon parcours. Donc, je me suis toujours posé des questions concernant l'alimentation, l'hygiène de vie, parce que j'avais un père qui était déjà bien dedans. Il avait fait l'école Marcel Rouet de naturopathie. Et ma vie a balancé entre les questions autour de l'alimentation, de l'hygiène de vie, du vitalisme, et puis des choses autour de l'exercice physique, hein, comment devenir performant, améliorer ses capacités vitales et physiques. Et j'ai eu besoin de trouver des réponses un peu plus précises, hein, sortir, on va dire, du formatage parental. Donc j'ai fait une école de naturopathie avec l'Institut Rousseau à Paris, dans la mouvance Marchesso des hygiénistes. Et puis j'ai fait mon chemin depuis, ça fait plus de 20 ans que j'ai travaillé autour de l'hygiénisme. Et je me suis aperçu qu'il y avait certaines connaissances qui méritaient un approfondissement, voire une remise en cause. Et que beaucoup de connaissances étaient basées plus sur des préjugés que sur des réalités, on va dire, de terrain, des réalités scientifiques. Et on va dire qu'il y a pas mal de choses qui nécessitent, on va dire, un peu plus de recul à l'heure actuelle et voilà, certaines remises en cause. Voilà, et
Alors j'ai élargi un petit peu toi mes connaissances. tu as eu la formation théorique et ensuite tu as un peu pratiqué aussi, hein, c'est ça, hein? Oui, donc en fait, je me suis installé il y a une vingtaine d'années en tant que praticien naturopathe, hein, bien sûr. J'ai commencé à faire de la consultation. Et puis, très rapidement, j'ai fait des ateliers, et puis créé une formation suite aux demandes que j'avais par rapport aux personnes qui voulaient vraiment se former à l'hygiène de vie, au vitalisme, à la naturopathie et tout ça. Alors, tu as écrit deux livres, hein, c'est ça? Oui, donc depuis, j'ai écrit un premier livre qui synthétise un petit peu toutes les conceptions de la naturopathie, on va dire toute la philosophie qui est la mienne en naturopathie, que j'ai associée bien sûr à toutes les questions de l'influence de la psychologie, du stress, de l'émotionnel sur le développement des maladies, qu'on appelle à l'heure actuelle la psychobiologie. Donc j'en ai fait une synthèse autour d'un livre qui s'appelle De l'homme dévitalisé à l'homme vivant. Et récemment, je travaille plutôt sur des notions de métabolisme, en fait, de maladies métaboliques, qui sont des maladies de civilisation, qui sont en train d'exploser à l'heure actuelle, en France et en Europe, on va dire, dans le monde entier même. Ce sont les maladies associées, on va dire, à des modifications métaboliques importantes, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, qui font partie d'un même syndrome, en fait. Voilà, un petit peu où j'en suis aujourd'hui. D'accord. Alors moi, c'est par rapport un petit peu aussi à tes vidéos que je suis venue te chercher pour avoir cette interview. Et moi, ce que je voulais, c'est vraiment que tu puisses passer un message et que les gens puissent te connaître aussi au travers de ma chaîne. Donc moi, ce que je voulais te poser comme question, c'était, comme tout se dit et son contraire, etc. On parle beaucoup du frugivorisme dans tout ce qui est naturopathie, et je voudrais vraiment avoir ton avis là-dessus, sur l'homme du paléolithique, son évolution. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus là-dessus et nous éclairer? Alors effectivement, c'est une question que je me suis posée il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça en fait, puisque il y a, on va dire, en 5 ans encore, j'étais dans une mouvance aussi vraiment hygiéniste. Je pensais que l'homme était frugivore de par, on va dire, sa ressemblance sur le plan physiologique et métabolique, comme on l'avait appris dans les écoles de naturopathie, avec ce qu'on appelle les grands singes. Et l'idée que font passer les hygiénistes, c'est que depuis qu'on est sur Terre, avec notre évolution, nous avons évolué un petit peu comme, si vous voulez, on ressemblerait plus particulièrement aux grands singes, qui seraient nos descendants les plus proches, selon ces théories-là. Donc on devrait s'alimenter comme eux. Et quand on regarde comment ils s'alimentent, ils ont 95% de leur alimentation basée sur des feuilles, des fruits, des racines. Ouais. Et 5% de quelques termites et insectes. Donc on devrait s'alimenter comme ça. Et j'ai pensé ça pendant des années, et je pensais qu'on était vraiment des végétaliens un peu plus évolués, mais avec une énorme ressemblance avec ces grands singes. Et depuis 4-5 ans, j'ai travaillé un petit peu, je me suis reposé la question, et puis j'ai entendu quelques informations à droite et à gauche. Et puis je suis allé me dire, je me suis reposé la question clairement en me disant, est-ce qu'on a vraiment le même système digestif, les mêmes capacités enzymatiques que vraiment ces grands singes? Oui. Et je me suis aperçu en fait que la réalité n'était pas du tout celle qu'on m'avait apprise, que mon père même m'avait inculqué à l'époque, que l'homme serait un frugivore, plutôt même crudivore, de nature vraiment végétalienne. Et les anthropologues nous ont expliqué des choses qui nous permettent d'infirmer ces vérités-là, qu'on croyait être des vérités, bien sûr. Oui. Alors si on regarde l'évolution, on s'aperçoit que depuis à peu près 2,5 millions d'années, on est vraiment descendu de l'arbre, comme on dit. On a commencé à manger quelques tubercules, on a gagné un petit peu en nourriture énergétique. On a découvert le feu il y a 1 million d'années, on a vraiment... c'est devenu quelque chose d'important il y a 500 000 ans. Et puis progressivement, il a fallu qu'on gagne, pour survivre, une alimentation plus calorique. Et on s'est tourné en fait vers ce qu'on appelle les animaux morts, et on est devenu des charognards au départ. Et en consommant beaucoup les abats, apparemment, on a trouvé une nourriture beaucoup plus riche sur le plan énergétique et sur le plan, on va dire, nutritionnel, sur le plan des nutriments, en particulier les oméga 3, qui auraient été à l'origine du développement du cerveau avec la cuisson des aliments, etc. Ce qu'il faut bien retenir, en fait, c'est que nos ancêtres les plus proches, pour lesquels on a la même génétique, en fait, à qui on ressemble le plus, Oui. sont nos ancêtres
évolué jusqu'à la fin du Paléolithique, hein, on va dire il y a 15 000 ans. Et si on regarde bien comment ils s'alimentaient, eh ben, on s'aperçoit qu'ils étaient essentiellement carnivores. Alors surtout ceux qui vivaient dans nos contrées froides. À la différence de ceux qui vivaient bien sûr encore dans les zones un peu plus chaudes, hein, comme en Afrique centrale. Et l'alimentation a vraiment beaucoup varié suivant les endroits où on se trouvait. Mais notre ancêtre le plus proche, qui nous ressemble le plus, c'est pas le chimpanzé, c'est pas le grand singe, et c'est vraiment l'homme du Paléolithique. Et 1 million, 2 millions d'évolutions pour arriver à un système digestif qui est très proche de celui du carnivore et non pas de l'herbivore. Alors si on prend vraiment les tableaux comparatifs qui sont pour l'essentiel faux dans ce qu'on peut voir sur les sites véganes, par exemple, si on prend vraiment ce que nous donnent les paléontologues, alors si on compare un omnivore avec un carnivore de notre taille, comme par exemple un gros chien, et un herbivore de notre taille, comme par exemple un mouton, on perçoit que 95% des caractéristiques communes sont celles qu'on a avec le carnivore et pas avec l'herbivore. D'accord. Si vraiment on regarde la taille de l'estomac, il fait 2 litres dans les deux cas. Si on regarde la capacité enzymatique, c'est la même que le carnivore. Si on regarde même la capacité à neutraliser les acides, l'allantoïne, des enzymes qui permettent de neutraliser l'acide urique, etc., on est beaucoup plus proche du carnivore que de l'herbivore. Nous, par exemple, on ne peut pas se nourrir exclusivement de feuilles, fibres, etc. Il nous manquerait des acides aminés essentiels qu'on n'est pas capable de synthétiser à partir des fibres, alors que l'herbivore est capable de le faire. Mais la différence majeure, elle se fait au niveau de la flore. Et on m'a appris qu'on avait une flore de fermentation, en fait. Et on s'aperçoit en fait que notre flore, elle n'est pas du tout une flore de fermentation, dominante, on va dire, de fermentation, mais plutôt de putréfaction. Moi, je l'ai cru pendant des années aussi. Et on s'aperçoit en fait qu'à partir des fibres, les grands singes ou les herbivores sont capables de transformer l'essentiel de ces fibres en acides gras à chaîne courte. D'accord. Ce sont des acides très spécifiques qui amènent une grande quantité d'énergie à l'organisme. Sauf que nous, cette fonction l'a quasiment perdue. Alors, il nous en reste, on va dire, une petite partie. Et on a une flore qui ne permet pas de transformer une quantité aussi importante de fibres en acides gras. Les fibres restent des fibres. Nous n'avons pas la capacité de dégrader la cellulose. Nous n'avons pas l'enzyme capable de transformer cette cellulose en un nutriment essentiel, sauf pour 5% de cette cellulose. Ah oui, d'accord. Même pas la cellulose, en fait, c'est des fructooligosaccharides qu'on est capable de transformer en acides gras. D'accord, mais alors c'est complètement l'inverse de tout ce qu'on nous dit dans les cours de naturopathie au final, parce que... En fait, on apprend des choses et on nous dit, voilà, l'homme est un grand singe, l'homme est frugivore, mais c'est étayé d'aucun argument scientifique. On ne vous présente pas la flore intestinale, sa variété, on va dire, on ne sait pas quelles sont les bactéries, les colonies bactériennes qui sont dominantes les unes par rapport aux autres. On ne nous permet pas d'avoir ces connaissances-là. On affirme des choses. Alors, c'est toujours étayé d'arguments qui peuvent paraître assez, on va dire, convaincants. Mais ils n'ont rien de scientifique. Et il y a un moment donné, il faut se poser les bonnes questions quand même. Et alors, on peut vivre très bien en étant, à dominante végétarienne, même en consommant pas mal de fibres, si on a une morphologie, on va dire une génétique particulière. Mais la majorité d'entre nous trouveront un inconvénient à consommer énormément de végétaux, de fibres. Voilà. Alors, on est confronté en plus à ce genre de personnes qui viennent nous voir. Ah oui. Moi j'ai vraiment énormément de personnes qui viennent me voir et qui ont des problèmes de digestion, de fermentation et des syndromes du côlon irritable, etc. J'ai jamais vu autant de soucis de ce côté-là. Et en même temps, j'ai jamais vu autant de personnes vouloir manger aussi healthy, aussi bien, aussi à base de végétaux. Et plus les gens mangent des végétaux, du cru, etc., et plus j'ai l'impression qu'il y a des soucis au niveau des intestins, de la digestion. Alors effectivement, il y a une grande tendance à l'heure actuelle à aller vers de l'alimentation vivante, et ça part d'un bon sentiment. Il y a une sorte de puritanisme, d'hygiénisme qui imprègne nos mentalités,
Et moi, j'ai été aussi dans cette, on va dire, mouvance pendant très très longtemps, pensant que ce qui venait de la nature était forcément bon. Et que dans cette nature, le vivant animal apportait beaucoup de déchets, d'inconvénients. Alors il y a eu toute cette, on va dire, théorisation autour des graisses saturées pendant les années 80 qui ont fait que les produits animaux ont eu très mauvaise presse, hein, les œufs, avec du cholestérol, les laitages et puis les viandes en particulier. Alors ça ne veut pas dire qu'à l'heure actuelle toutes les viandes sont bonnes, etc. Parce qu'il faut bien faire la différence dans les discours entre une viande industrielle qui est quand même un aliment et les produits dérivés de cette viande, hein, on va dire que ce soit les œufs ou les laitages, qui sont des aliments de fin de chaîne alimentaire et qui vont récupérer tous les perturbateurs endocriniens, pesticides, fongicides, vaccins qu'on peut donner à l'animal. Et la notion de on doit manger de la viande ou pas de la viande. Vous comprenez, le gibier que mangeaient nos ancêtres était un aliment qui contenait énormément d'oméga 3. Et oui. Aujourd'hui, ils contiennent pratiquement plus que des oméga 6 et la balance entre les acides gras oméga 6 et oméga 3 elle est en train de basculer vers une dominante oméga 6 avec un terrain qui risque d'être amené vers des pathologies plus pro-inflammatoires. Hein, on sait que ces oméga 6 voilà, génèrent des cytokines, des molécules plus pro-inflammatoires que les oméga 3. Mais dire qu'on n'est pas fait pour consommer de la viande parce qu'elle putréfie dans notre intestin, est une idée qui est complètement fausse sur le plan physiologique. Oui. En fait, quand vous mangez des protéines, ces protéines animales, hein, cette viande, elle va être complètement dégradée, enfin quasiment digérée par la pepsine hein, et l'acide chlorhydrique au niveau de votre estomac, et elle va sortir en acides aminés encore, c'est encore des peptides hein, qui vont être finis d'être digérés par le pancréas, qui a cette capacité de finir cette digestion. Et ce qui arrive dans votre côlon, c'est une digestion quasi complète d'acides aminés qui vont assimiler avant. Donc il n'y a plus rien qui peut faire putréfier dans le côlon. Il y a très de protéines non digérées qui arrivent dans le côlon. C'est quasiment impossible. C'est très rare. Alors il faudrait des conditions très particulières pour que ça arrive et c'est extrêmement rare. Par contre, le fait qu'il y ait énormément de gens qui se jettent sur les fibres, sur les céréales, c'est-à-dire des aliments qui vont produire énormément de sucre, hein, qui apportent beaucoup de sucre, ces sucres vont générer pas mal de fermentation parce que ils sont ingurgités en quantité telle que les digestions ne sont pas complètement achevées et elles doivent s'achever justement au niveau du côlon. Donc on a quand même quelques résidus de maltose, de sucre qui ne sont pas complètement séquencés et simplifiés, qui arrivent encore au niveau du côlon. Heureusement, on a une flore qui est capable de neutraliser une partie et de finir un petit peu la digestion de certains fibres, de certains sucres, mais la grande majorité va fermenter et créer tous ces inconforts, hein, ces ballonnements, ces gaz, et puis sans oublier que c'est une source de fermentation, donc d'acidification de l'organisme. Oui, alors parce qu'on parle souvent d'acidification de la viande, et ce qui acidifie le plus, c'est même pas la viande, c'est les céréales au final. On a beaucoup parlé de ce pral, hein, de cette quantité d'acide qui était générée par les aliments, mais on oublie de dire que l'aliment qui est à l'extérieur du corps, il va avoir un taux d'acidification hypothétique. Et il y a ce qui est ensuite le taux d'acidification de l'aliment une fois digéré. Et si les protéines sont entièrement digérées, il n'y a pas de souci de production excessive d'acide urique ou de purine. Comment vous voulez qu'un aliment qui nous a permis de survivre et d'évoluer pendant plus de 2 millions d'années, c'est-à-dire la viande, il faut bien comprendre que l'ancêtre qui vivait il y a 100 000 ans, 200 000 ans, 300 000 ans, 1 million d'années, et qui vivait dans nos contrées froides de l'Europe du Nord, parce qu'on était à l'ère glaciaire hein, pendant les 100-200 000 dernières années jusqu'à il y a 15 000 ans, il faut bien comprendre qu'il nous fallait 2-3 000, même 3 500 kilocalories par jour, et qu'on ne pouvait pas faire autrement que de consommer des aliments et animaux. Il n'y avait rien d'autre. De toute façon, il faut bien comprendre, moi j'habite Strasbourg, j'imagine ce qui était l'hiver dans l'ère glaciaire. Oui, donc je disais effectivement que quand on vivait donc au paléolithique à l'ère glaciaire, on trouvait rien d'autre que du gibier à manger, un peu de lichen, quelques racines et quelques glands, mais c'est pas ça qui nous apportait l'essentiel de l'énergie, c'était vraiment les animaux hein, et leur graisse en particulier, et leurs abats. Il faut bien comprendre, il faut
différencier aussi la façon dont on se nourrissait il y a 15-20 000 ans au niveau viande, et aujourd'hui on mange plus que du muscle, et on mange pas du tout les abats dans lesquels on trouvait toutes ces graisses qui étaient vraiment essentielles, hein, qui se transformaient en ces acides gras à chaîne courte, ces acides gras saturés qui sont très très importants dans notre métabolisme. D'accord. Et qui rentrent en... Voilà. Et je voudrais dire qu'on a gardé vraiment un système digestif fait pour bien neutraliser les petits déchets, les acides uriques issus l'urée, hein, qui sont les déchets de la viande. Hein, on a quand même des enzymes au niveau rénal capables de les éliminer. Alors que la digestion du sucre en grande quantité nous est pénible, hein, plus que la digestion de certaines protéines. Alors, qu'est-ce que tu appelles grande quantité de sucre? C'est quoi pour toi une grande quantité? En fait, quand tu appelles sucre tous les végétaux qui sont à connotation sucrée, hein, c'est-à-dire même les tubercules, les céréales, etc. Alors, pour bien comprendre cette notion-là, c'est important parce qu'on parle d'index glycémique, de charge glycémique à l'heure actuelle, et on confond tout. Oui. La notion d'index glycémique, elle est désuète. L'organisme, quand vous mangez du sucre, enfin quand vous mangez une céréale, quand vous mangez une pomme de terre, ce soit un sucre complexe, lent, index glycémique élevé ou bas, on s'en fout. À l'arrivée, dans votre intestin, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a du glucose. Oui. Vous mangez une pomme de terre, c'est de l'amidon, ça va être digéré, séquencé, et à l'arrivée, c'est du glucose qui est assimilé. Quand on mange du quinoa, quand on mange du riz, à l'arrivée, c'est du glucose. Oui. Et ce glucose, qu'il arrive d'un seul coup, parce qu'il a un index glycémique très élevé, ou qu'il arrive plus progressivement, alors ça a des incidences particulières, bien sûr, mais à l'arrivée, ce glucose, il va falloir qu'il soit utilisé par l'organisme, par vos cellules. S'il n'est pas utilisé, il va se transformer de toute façon en triglycérides, en graisse. Et ces triglycérides en réserve. Alors, le glucose, on sait à peu près bien l'utiliser, on sait à peu près bien le transformer en triglycérides, ça fait grossir un peu le foie, mais sans plus. Par contre, il y a un sucre qui, à l'heure actuelle, fait vraiment polémique. On a compris qu'il se métabolisait différemment des autres sucres. C'est le fructose. Alors, l'excès de sucre, en général, est problématique parce qu'à l'arrivée, votre glucose, de toute façon, s'il crée des fermentations, ben, il crée ce qu'on appelle un pique-nique bactérien particulier. Oui. Il génère une fermentation, une flore qui va être différente. Hein. Donc, on va pouvoir s'adapter quelque peu. Et il y a des peuples qui vraiment sont de dominantes végétariennes et ils s'adaptent relativement bien. Le problème, c'est que dans les céréales, il y a le sucre, mais il y a aussi d'autres choses qui se posent aussi des inconvénients. Mais je voulais juste sur cette notion de fructose, parce que on a l'impression que le fructose, c'est le sucre des fruits en particulier, bien que dans les fruits, il y a fructose et glucose. On a l'impression que c'est un fruit qui est bon, parce qu'il vient de la nature. À l'heure actuelle, on sait que ce fructose, il ne se métabolise pas, ça veut dire qu'il ne se transforme pas de la même façon que le glucose au niveau cellulaire. En fait, le fructose n'est pas reconnu comme un aliment, un nutriment comme le glucose, parce qu'il nécessite de passer d'abord par le foie pour être transformé et rendu utilisable. Et ce fructose, à différence du glucose qui, lui, est neutralisé par les cellules et va être très bien métabolisé au niveau cellulaire, le fructose, lui, il n'y a que le foie qui va pouvoir, dans un premier temps, l'utiliser et s'il y en a trop, le stocker et le transformer très facilement en triglycérides. C'est un des facteurs, à l'heure actuelle, de toutes les maladies métaboliques. D'accord. Je dis bien un facteur, pas le seul. Hein. Le problème, c'est que ce fructose, à l'époque, quand on était au paléolithique, on en consommait très très peu. C'était le seul sucre qu'on consommait, mais on en consommait, on va dire, 1 à 2 mois par an sous forme de quelques baies sauvages. Oui, c'est vrai. Et c'est tout. Donc ça nous servait de faire une petite réserve de graisse, de triglycérides dans notre foie et à l'utiliser dans la période de disette, petite période hivernale. Donc à l'époque, ça posait aucun problème. Même si on consommait un peu de miel et un petit peu de baies, de choses comme ça, c'était très bien. Aujourd'hui, le fait de consommer tout ce glucose sous forme de patates, de céréales, de légumineuses, de fruits, plus toute l'alimentation industrielle, hein, je ne parle même pas de plus les sucres blancs, voilà. Et raffinés et tout le reste, hein, ça c'est même plus, ça fait même plus débat. Mais tout ça se rajoutant, ça fait que à l'arrivée,
ça fait vraiment une surcharge très 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 importante et le fructose, n'arrivant plus à être régulé au niveau hépatique, va vraiment faire grossir ce foie et être transformé en ce qu'on appelle en graisse viscérale. Oui. Et on en rajoute en plus dans tous les aliments industriels, oui. Parce que c'est un sujet qui est super intéressant. Il réduit, si vous voulez, la sensation de satiété, donc on a toujours envie de bouffer. Alors ils en mettent dans les sodas en particulier, ils en mettent dans les plats industriels, dans les glaces, tout ça. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y en a énormément dans les jus de fruits. Oui. Voilà. S'ils sont naturels et bio, hein, oui. Ça ne change rien, ça fait un impact très fort sur le foie, et ce foie n'arrive pas à le métaboliser correctement, donc il va grossir. D'accord. Il ne faut pas oublier, ce sucre, on le trouve essentiellement dans le maïs. C'est le sucre du maïs en fait. Et il faut bien se rappeler que le maïs, c'est la graine qui permet, la céréale qui permet de gaver les oies. Pour faire un foie gras. Faire du foie gras. Donc si vous ne voulez pas transformer votre foie en foie gras de Noël, hein, j'explique ça à mes élèves, mangez plus de céréales. Ah oui. Hein, on n'est pas des granivores, encore moins des granivores malades, quoi. Bah alors aujourd'hui, moi je me retrouve face à beaucoup de sportifs qui quand même ont besoin de consommer des glucides parce qu'ils font du sport et qui savent plus trop vers quoi se tourner parce qu'ils ne tolèrent plus en fait les glucides. Ils le voient bien, qu'ils fermentent, etc. Donc où est-ce que tu vas trouver ton énergie aujourd'hui si tu manges pas de glucides? Alors c'est l'autre grande question en fait où on a pensé hein, et on m'a expliqué qu'il n'y avait que le cycle de Krebs. Il y en a encore sur YouTube qui expliquent que la source d'énergie de base de l'homme, c'est le glucose qui se transforme en ATP, etc. Et qu'il n'y avait que cette source d'énergie. En fait, il faut bien comprendre que nos ancêtres, pendant des centaines de milliers d'années, ils se sont nourris, on va dire, à 70% de graisse. Ils avaient 20 à 25% de protéines dans leur alimentation et ils avaient à peine 5% de glucides. Donc il faut imaginer qu'ils allaient chasser 8 à 15 km, ils couraient 8 à 15 km tous les jours pour la chasse, ils allaient cueillir, ils étaient confrontés au froid et ils n'avaient pas d'énergie puisqu'ils n'avaient que 5% de glucides. En fait c'est faux, ils avaient de l'énergie et cette énergie elle vient des acides gras. Et ces acides gras ont la capacité de se transformer au niveau hépatique en ce qu'on appelle des corps cétoniques, qui sont en fait la source d'énergie de base de notre corps pendant des centaines de milliers d'années. Alors, il y a deux sources d'énergie. Le glucose, ça fonctionne aussi. On peut bien comprendre ça. Oui. Mais si on a une alimentation à dominante glucidique, le corps, il va utiliser sa première source d'énergie, le glucose. Il en a en réserve, il va le brûler, il n'y a aucun souci, il sait très bien le faire. Mais s'il n'y a plus ces glucides, parce qu'on ne veut plus s'alimenter comme ça, ou on n'en trouve plus dans la nature, eh ben, il va basculer dans un mode différent, qu'on appelle le mode de la cétose, hein, le mode des corps cétoniques, qui est en fait un carburant exceptionnel pour le corps. On a vécu pendant des milliers d'années avec ce carburant-là, on sait parfaitement l'utiliser, en particulier les cellules du cerveau savent parfaitement l'utiliser et nos muscles. C'est si efficace sur le plan énergétique qu'on est en train d'en faire un aliment, un nutriment dopant pour les sportifs. Et d'ailleurs, le grand régime qui fonctionne à l'heure actuelle chez les sportifs de haut niveau et même des athlètes, moi j'ai un collègue, maintenant c'était un ancien élève à moi et qui a été confronté à des sportifs de haut niveau. Moi je consulte plus trop, mais il m'a dit qu'il avait des triathlètes qui faisaient des Ironman, dont moi en particulier. Il est passé d'une alimentation hyperglucidique qui lui a permis l'année dernière de galérer, qui a fait que son Ironman il a mal fini. Il est passé pendant une année à modifier son alimentation vers une alimentation basée beaucoup plus sur les graisses et un petit peu les protéines, en supprimant beaucoup les glucides. Et il a cette année explosé son record, en ayant une alimentation où il n'y avait quasiment pas de glucides. Voilà. Donc il faut bien comprendre que après il faut différencier les choses. Il y a des individus qui vont tolérer des charges glucidiques plus élevées que d'autres. Voilà. Il faut bien comprendre qu'il y a des peuples qui ont évolué, comme le peuple indien, avec des gènes particuliers depuis une dizaine de milliers d'années, en s'habituant à consommer un peu plus de cellulose, un peu plus de céréales que nous. Voilà. Nos ancêtres ne sont pas tout à fait les mêmes, et en 10 000 ans, même si l'évolution est très faible à l'échelle de l'évolution de l'humanité, il y a quand même des adaptations. Donc, je ne suis pas pour le tout cétogène, le tout paléo, le tout glucidique ou végétarien. Je pense qu'après, il faut moduler en fonction de notre tolérance, de son tempérament. Voilà, notre puissance vitale, notre capacité digestive, et puis nos capacités aussi de notre hérédité. Il y a des individus qui ont un gène particulier qui fait qu'ils sont capables d'extraire tous les oméga 6 et oméga 3 du végétal. Ils ont un rendement
d'extraction de ces végétaux nettement supérieur à d'autres types d'individus qui vivaient peut-être dans le Nord, qui eux n'étaient pas capables, ne sont pas capables à l'heure actuelle d'extraire une partie des oméga 3 ou oméga 6 des végétaux. C'est-à-dire que vous consommez par exemple une noix, eh ben, un Indien qui a ce gène, il y a 70% des gens là-bas qui ont ce gène, eh ben, eux ils vont extraire peut-être 80% des oméga 3, oméga 6 de cet aliment-là. Alors que nous, on va peut-être en extraire que 10-20%. Donc on n'est pas égaux. Il y a quand même quelques différences et il faut tenir compte de ces différences-là. D'accord. Alors moi je voulais que tu nous parles un petit peu du végétalisme en général. Tu vas faire une vidéo vraiment à ce sujet, là où la vidéo va sortir d'ici 2-3 jours à peu près, le temps que moi je sorte ma vidéo et toi tu sortes la tienne. Ah, voilà. Et tu vas parler du végétalisme et aussi je voulais qu'on parle du véganisme parce que beaucoup de personnes... on va dire, mettre un petit peu tout dans le même panier et pense qu'en étant vegan, on peut sauver la planète et les animaux. Et j'aimerais avoir ton avis là-dessus parce qu'on avait un petit peu discuté et c'est vrai que tu as un avis là-dessus et qui est hyper intéressant. Alors, c'est un sujet qui est très polémique et voilà, qui nécessite une vidéo, on va dire, un peu plus argumentée. Oui. C'est pour ça voilà, je vais faire quelque chose de plus précis, avec des arguments, avec des chiffres bien concrets. Il faut bien comprendre qu'il ne faut pas diviser les gens dans un premier temps. Le véganisme, le végétarisme, les gens qui veulent manger dissociés, associés, etc. On fait comme on veut et on fait avec ses sensibilités. Mais il ne faut pas que ces sensibilités nous amènent sur des terrains, sur des vérités en fait qui ne sont pas des vérités, qui ne sont en fait que des croyances et qu'il ne faut pas généraliser. On ne pourra pas sauver le monde avec le véganisme. Les gens qui sont surtout orientés vers on va dire, cette mouvance-là, sont des gens qui ne supportent pas la violence. Et c'est très, je veux dire, ça part vraiment d'un bon sentiment, on veut éviter la souffrance animale, etc. En fait, c'est leur propre souffrance qu'ils veulent éviter. Et c'est vrai que personne ne tolère de voir un animal se faire maltraiter. Je veux dire, c'est normal qu'il ne le soit pas et je milite aussi en faveur d'un élevage qui soit respectueux, etc. Mais dès qu'on parle d'élevage, de toute façon, on est dans l'exploitation. En réalité, il faut bien comprendre que l'homme se nourrit de la vie. La vie se nourrit de la vie et on ne pourra jamais faire autrement que se nourrir de la vie. Et les véganes, en fait, là où je ne suis pas d'accord avec eux, c'est qu'ils vont faire une différence entre les animaux. Et ils vont vous dire, il est intolérable qu'un cochon soit torturé, qu'une vache soit exploitée, qu'elle soit tuée dans des conditions horribles, etc. Mais quand vous leur montrez, et c'est ce que je montrerai dans la vidéo, que pour cultiver 1 mètre carré de, je sais pas, de salade ou de céréales, eh bien, sur ce mètre carré-là, il y a une centaine d'espèces différentes d'animaux qui permettent d'enrichir la terre, et c'est normal, des nématodes, des insectes, des vers, etc. Et que quand on exploite la terre pour nourrir nous, je veux dire à un moment donné, on est obligé de détruire ces animaux-là. Et que quand on coupe un champ de blé ou n'importe quoi, on va tuer des milliers d'insectes, on va tuer une sauterelle, on va tuer... Voilà. Et c'est là que, comme ces animaux ne nous ressemblent pas, comme leur souffrance, leurs cris ne nous sont pas audibles, c'est comme si ces animaux n'avaient aucune valeur pour eux, et que tuer 1000 sauterelles, c'était mieux que de tuer une vache, ou de la faire souffrir. Alors je ne suis vraiment pas pour la souffrance, l'exploitation, on est bien d'accord que c'est évident, mais on fait la différence entre les animaux, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'on considère le végétal comme insensible, comme un être qui ne cherche pas à vivre ou à survivre. Or, il faut bien comprendre que les végétaux que l'on élève, que l'on cultive pour nous alimenter, c'est exactement comme de l'élevage. Si on regarde bien les travaux qui sont faits à l'heure actuelle sur les végétaux, et il y a un livre qui est très beau qui vient de sortir sur les arbres à l'heure actuelle, on s'aperçoit que les arbres, comme les animaux... Pardon ? Ils communiquent entre eux avec leurs racines et tout ça, j'ai vu des choses, c'est incroyable. C'est pas que communiquer, c'est qu'ils communiquent pour survivre. Tous les animaux et tous les êtres vivants qui sont sur la planète n'ont qu'un objectif en fait, c'est survivre. Voilà, se reproduire et survivre. Et qu'ils sont capables de protéger leurs congénères de la même façon qu'un animal. Par exemple, on sait que les acacias, par exemple, les acacias, on imagine qu'on est dans le désert de Mongolie,
quand les koudous, hein, c'est des sortes de gazelles qui ont un museau allongé, sont capables de manger l'acacia qui a des épines, il se défend. L'acacia, pour pas se faire bouffer, en fait, lui, il va muter au niveau de ses tanins pour devenir toxique pour le koudou. Donc le koudou, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête de consommer de suite le végétal. Donc il s'adapte, le koudou. Le koudou, il sent qu'il est agressé, donc il veut pas mourir, donc il sécrète des tanins. Mais ce qu'il y a de plus génial encore, c'est que les koudous, comme ils vont migrer, ils vont essayer d'aller manger d'autres feuilles d'acacia plus loin, on s'est aperçu que les acacias sont capables d'envoyer des messages, alors on ne sait pas exactement si c'est des phéromones ou autre chose, aux arbres qui sont à 10-20 km de là. Et donc les acacias sont capables aussi d'envoyer des informations à des arbres qui sont à plusieurs kilomètres de là, des arbres de même famille, d'autres acacias, et qu'au moment où les koudous vont arriver pour les bouffer, ils auront déjà muté leurs feuilles au niveau des tanins. C'est-à-dire qu'on a vraiment des communications de cerveau à cerveau. Alors on ne peut pas appeler ça un cerveau chez un végétal, mais les végétaux communiquent, les végétaux veulent survivre, et ils veulent tellement survivre des fois que les graines qu'on récolte une année, on peut les replanter 10-100 ans plus tard, elles sont encore vivantes, il suffit de mettre un peu d'eau dessus. On sait que les végétaux sont capables de s'imprégner de lectine, de poisons toxiques pour les animaux qui veulent les manger. Donc nous, il faut bien comprendre ça, que ces lectines sont hyper toxiques. Si vous mangez un haricot rouge, au bout, vous mangez 5 haricots rouges, vous pouvez mourir. Cru. Quand vous n'utilisez pas, bien sûr, cru. Donc, il faut bien comprendre, c'est que il n'y a aucun animal, aucun végétal sur la planète qui ne veuille pas survivre. Et faire la différence entre le règne végétal et le règne animal, c'est comme faire une différence entre un animal soi-disant qui nous ressemble et un animal qui ne nous ressemble pas. C'est faire une différence entre l'homme et l'animal, c'est mettre une hiérarchie. Or, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les espèces vivantes. Il y a forcément ce qu'on appelle une sorte de coopération nécessaire pour la stabilité de la vie, en fait, pour que la vie puisse se faire. Et ça a toujours été comme ça. Que ce soit les animaux qui se groupent entre eux, les animaux qui mangent des végétaux, à un moment donné, on est obligé de manger la vie. Et même si l'animal ou le végétal se défend, on n'y peut rien, on ne pourra pas manger du plastique. Ça, non, c'est clair, on va manger des cailloux et des glaçons. Voilà. Et on pourrait même se poser la question sur le plan minéral, quoi. Oui. Est-ce que le minéral ne vibre pas, n'émet pas la vibration? Donc le problème, il ne se pose pas en termes de il faut manger des animaux, pas des animaux. Il faut faire une chose, c'est éviter la souffrance. Oui. Et l'animal qui a vécu correctement toute sa vie, qui a donné un peu son lait, qui a donné ses œufs, qui à la fin de sa vie donnera sa viande, si c'est fait dans on va dire, un environnement qui lui permet à lui de bien vivre, je vois pas pourquoi on ne le ferait pas, et on l'a toujours fait. Mais non, il faut savoir que le véganisme, à l'échelle de la planète, n'est pas viable. On serait obligé de détruire des terres en quantité importante. J'expliquerai qu'en fait, il n'y a pas de rentabilité par rapport à l'eau, par rapport à la protéine, entre la consommation de céréales et la consommation de viande. Tous les chiffres qui sont sortis, c'est ils comparent en fait l'exploitation de céréales, ce qu'apporterait en quantité de protéines, je sais pas, 10 kilos de céréales, par rapport à ce qu'il faut pour nourrir en quantité de céréales pour obtenir 10 kilos de viande. Tous ces chiffres sont comparatifs par rapport à des animaux élevés en batterie, d'accord, élevés au niveau industriel. Si ces animaux étaient élevés dans la nature, pâturés librement, on n'aurait pas besoin de leur donner des quantités d'eau, des quantités de céréales importantes, ils mangeraient de l'herbe et on prendrait ce qu'ils nous donnent ensuite et ça serait beaucoup plus rentable. Voilà, donc il faut comparer ce qui est comparable, et ce qui est insupportable, c'est la souffrance, mais qu'elle soit du végétal, parce que le végétal, on a évalué la souffrance du végétal, il y a des tests qui ont été faits, et elle existe. Quand vous arrachez une plante, elle émet des vibrations, elle se défend, et elle sécrète beaucoup plus de lectine, d'antinutriments, parce qu'elle se sent agressée. Donc dire que les êtres végétaux sont insensibles, c'est faux. C'est juste qu'on ne la voit pas, la souffrance, et elle est plus tolérable, elle est acceptable à ce moment-là. Oui, on n'a pas l'impression de tuer un être vivant, en fait, c'est vrai que c'est... Et c'est vrai, moi je serais incapable de tuer, et pourtant je peux manger de l'animal. Moi j'ai été végétalien à une époque, je me suis dit, mais de quel droit on arrive sur Terre et on exploite un animal en disant que c'est un être plus faible que nous, ou moins évolué que nous. C'est comme si je disais, les extraterrestres arrivaient sur Terre et décidaient de nous exploiter. Oui. Ok.
Donc, je voulais dire, je conclue sur le véganisme parce que je reviendrai sur les protéines peut-être un petit peu. Sur le plan éthique, en fait, écologique, on verra que c'est pas viable. Il y en a d'autres qui l'ont montré. Et même si ça part d'un bon sentiment et qu'il ne faut pas être dans l'exploitation, mais dans la coopération entre l'animal et le végétal et l'humain, voilà, et c'est dans cet esprit-là qu'il faut aller. Par contre, les véganes sortent beaucoup de choses par rapport à la quantité de protéines contenues dans un aliment, oui. que cet aliment, ce dont on aurait besoin en quantité de protéines par jour pour bien vivre. Et c'est là surtout qu'est la grande erreur des véganes. Ils pensent que les protéines végétales ont la même, on va dire, ont la même valeur biologique que les protéines animales. Moi, j'ai cru pendant très longtemps. Je me suis dit une protéine, c'est une protéine, basta. C'est des acides aminés entre eux. Oui. Il suffit de les associer. Donc on fait des céréales avec des légumineuses et on a tous les acides aminés essentiels. Et en fait, il suffit pas d'avoir tous les acides aminés dans le plat. Il faut que ces acides aminés soient extraits de la plante, extraits du végétal ou de l'animal, qu'ils soient assimilés correctement et qu'ils soient exploitables ensuite. Oui. Et on perçoit qu'il est très difficile pour l'organisme. Alors il y a aussi des adaptations qui ont dû se faire avec des individus plus que d'autres pour arriver à extraire ces protéines, ces acides aminés du végétal par rapport à ceux de l'animal qui sont déjà préhumanisés parce qu'ils nous ressemblent beaucoup, ils sont sous des formes qui ne nécessitent pas un grand travail au niveau du foie parce que tout acide aminé doit passer d'abord au niveau du foie pour être transformé, humanisé. Mais déjà, arriver à extraire tous ces nutriments de la fibre, c'est plus compliqué pour nous. Oui. Ensuite, savoir les remettre, les réassembler entre eux pour qu'ils soient exploitables pour nous à un niveau physiologique, c'est plus difficile. Alors, on mesure ça par le PDCAA, c'est un petit peu la valeur biologique de la protéine, et aussi ce qui est perdu dans l'intestin, dans le côlon, éliminé par rapport à ce qu'on a pris. Si on compare la quantité d'azote qu'on a ingurgité quand on consomme un végétal et ce qui est éliminé par rapport à un animal, on s'aperçoit qu'il y a une grande partie de cet azote, donc de ces acides aminés essentiels, qui sont perdus au niveau fécal. Et la rentabilité nutritionnelle est bien moindre dans une protéine issue du végétal que pour une protéine issue d'animal, que ce soit des œufs ou du fromage ou une viande. Voilà. C'est ce qu'on disait. On disait tout à l'heure par rapport pour extraire de la protéine végétale, il faut manger énormément en fait de sucre et de choses qui ça va être trop de fibres, trop de cellulose et trop de sucre pour pouvoir avoir un petit peu de protéines. Voilà. C'est-à-dire que c'est possible d'avoir, on va dire, ces 0,8 grammes nécessaires de protéines par kilo de poids par jour, comme on vous dit. Voilà, en naturopathie, on considère que 0,8 c'est le minimum, c'est la base. En médecine, c'est au moins 1 gramme par kilo de poids corps. Pour arriver à ça, il faudrait qu'on consomme au moins dans les, 150 grammes de céréales par repas à peu près. Ce qui apporte le problème. Ça apporte beaucoup de sucre, d'antinutriments, de fibres qu'il va falloir dégrader, métaboliser. Donc c'est très difficile. Voilà, c'est plus difficile pour nous qui avons été habitués pendant des milliers, des centaines de milliers d'années à consommer essentiellement de la protéine animale. Et c'est pas les 10 000 dernières années qui nous ont apporté toutes les adaptations nécessaires. Certains d'entre nous les ont plus que d'autres, mais voilà, ça reste difficile. Ouais. Et donc en gros, si tu pouvais nous dire par exemple une alimentation qui pourrait être entre guillemets idéale, mais j'aimerais pas trop dire ça parce que c'est vrai comme tu le dis on est un petit peu tous différents, mais toutes les personnes en fait qui ont des soucis de fermentation, qui tolèrent plus très bien les fibres, etc. Vers quoi elles devraient se diriger en fait? Beaucoup plus d'animal, de gras. Donc qu'est-ce qu'il faudrait manger en quelque sorte et où est-ce qu'on pourrait trouver les glucides au final? Oui. Alors déjà, il faut bien comprendre que les personnes qui ont le plus d'inconvénients, le plus d'inconfort digestif, vont être plutôt les tempéraments de type rétracté.
plutôt fins, longilignes, qui depuis très longtemps font attention à leur alimentation parce que comme ils savent qu'ils sont fragiles sur le plan digestif, les rétractés, ils assimilent moins bien que les dilatés, sinon ils seraient dilatés, justement. Leur capacité enzymatique, métabolique étant plus faible, ils sont déjà dans un système de restriction alimentaire. Ok, donc je disais que c'était plutôt les tempéraments rétractés, longilignes, fins, qui se plaignaient on va dire, de troubles intestinaux, de l'hyperperméabilité intestinale en fait, qui s'accompagne souvent de ballonnements. Donc, pour éviter d'avoir les intestins poreux, la première chose à faire déjà, c'est d'identifier les aliments les plus fermentescibles. C'est ceux qui le plus difficile à digérer, à neutraliser au niveau colonique. Alors la plupart du temps, il faut faire attention à la quantité de fibres. Ils ont tendance à consommer énormément de végétaux base de fibres assez dures, de cellulose donc ça il faut en conserver toujours un minimum, on va dire, dans les grandes règles, les grandes lignes, mais il se peut qu'il y ait des périodes où il ne faut pas du tout en consommer pour mettre au repos vraiment la muqueuse intestinale. Alors, c'est pas évident parce que ce type de tempérament, on va dire des tempéraments rétractés, ont besoin d'un minimum de glucides pour favoriser l'assimilation des protéines. C'est-à-dire qu'il y a un minimum de glucides, ils vont sécréter un peu d'insuline qui va leur permettre de fixer un peu les protéines. Si on oublie de mettre un petit peu de glucides, alors après ça va dépendre bien sûr de ce que vous appelez glucides, si on oublie d'en mettre, et qu'on bascule chez eux vers que du graisse protéine, une alimentation très cétogène, on risque d'avoir encore un amaigrissement dans un premier temps. Il y a une adaptation à mettre en place. Donc, pour faire, on va dire, général, une alimentation de type qui conviendrait à peu près à tout le monde, ce serait déjà penser à réduire la quantité en quantité importante les céréales. On n'en a vraiment pas besoin. Il faut bien comprendre que ça nous sert strictement à rien. On a suffisamment de... Je dis toujours à mes élèves, pourquoi consommer des céréales? Alors je leur demande, mais quels sont vos arguments? Alors il y en a, ils vont me dire, oui, on a besoin de glucides. Autant prendre quelques légumes et un fruit de temps en temps. C'est des glucides, si vous voulez des glucides. Et au moins, il n'y a pas de digestion. Vous ne passez pas 6 heures à dégrader l'amidon et à vous épuiser sur le plan digestif. Voilà, il y aura moins de fermentation, moins de risque de problème. Alors il peut y en avoir aussi, bien sûr. Et après, ils me disent, ouais, mais les fibres. Bon, les fibres, il y en a partout, il n'y a aucun souci. Donc je vois pas pourquoi on consomme des glucides. On est encore dans l'esprit, il faut des sucres lents, de l'époque. Voilà. Mais en fait, un sucre lent, ça veut dire digestion plus lente, plus longue et plus pénible. Donc un effort pour l'organisme qui génère de la fatigue digestive et donc de la perte d'énergie vitale. Donc autant aller directement chercher du glucose pur. Pourquoi s'embêter? Prenez un glucose, un bout de sucre, et puis c'est réglé. Vous avez exactement la même chose que si vous consommez un peu de pain. Voilà, il y a un index glycémique un peu plus élevé, mais il y a du glucose au bout. Voilà. Et il n'y a pratiquement aucune différence à l'arrivée, si ce n'est le temps de digestion. Donc, à un moment donné, un sucre est un sucre. Voilà, on verra qu'il y a du fructose qui est un peu différent, mais sinon, c'est tout pareil. Donc, les céréales, ça ne sert à rien, si ce n'est épuiser votre système digestif. En gros, on va quand même en garder, parce que on va garder un minimum d'apport glucidique de qualité, peut-être 10-15% dans l'alimentation pour certains rétractés, mais la plupart des personnes peuvent s'en passer, et voilà, j'en connais plein qui s'en passent. Le problème, c'est que c'est très addictif, les céréales en particulier, le mélange sucre plus gluten, ça crée une addiction très 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 difficile à partir. Vous supprimez aux patients, ils vous disent ok, j'y arrive. Le pain, j'y arrive pas quoi. Le pain, pâte, c'est trop dur, j'y arrive pas. Voilà. Et donc plutôt s'orienter ensuite. Alors si la personne elle est végétarienne, l'orienter vers un peu plus de je veux dire, l'œuf, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça contient beaucoup de gras, les oméga-3, si l'œuf a pâturé un petit peu, si la poule elle a été au grand air, vous avez des protéines qui sont de valeur biologique exceptionnelle. Vous complétez ça avec un peu de poisson, des petits poissons pour pas avoir trop de mercure. Et puis, je veux dire, un peu de viande de temps en temps, si on n'est pas contre l'élevage. À moins que l'idéal, ça serait d'aller chasser et puis d'avoir un peu de gibier de temps en temps. Mais c'est difficile d'aller prendre son arc ou son fusil. Et puis complémenté par un petit peu de laitage sous forme de fromage uniquement. Voilà, moi il y a toute une réflexion autour des laitages aussi à l'heure actuelle, mais
Ça va être vraiment du cas par cas. Quels sont les laitages que l'on peut accepter en fonction des systèmes digestifs, des tempéraments. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le lait et on fait souvent des amalgames. Donc il faudrait, ça mériterait, voilà, encore une vidéo. Ah oui, là c'est une vidéo toute seule, rien que pour ça, hein, ça c'est clair. Donc en gros, et qu'est-ce qu'on va consommer comme glucides et comme végétaux alors du coup dans tout ça? Alors déjà il faut imaginer que le problème va se poser en termes de combien d'aliments sont associés par repas. Si on fait des aliments très complexes, où on va mettre beaucoup de céréales, on va se mettre même un peu de céréales, on va manger sa protéine avec, on va rajouter des matières grasses parce qu'on a appris qu'il fallait beaucoup de matières grasses, alors de l'huile de coco, de l'huile de noix au début, et qu'on finisse par un fruit par exemple, on va avoir un repas très complexe avec des risques de fermentation importantes. Donc déjà il faut faire attention à la complexité d'un repas. L'idée, c'est de garder des repas simples. Un repas à dominante protéique, un repas à dominante glucidique, sauf pour des tempéraments rétractés, qui eux vont garder une dominante, on va dire, protéique, avec des graisses, mais un tout petit peu de sucre, voilà, pour fixer la protéine et avoir une petite stimulation insulinique. Voilà. Alors après, il faut de temps en temps du repos digestif. Hein, on pense qu'il faut manger 3-4 fois par jour. Et on va voir que l'idée, c'est qu'à un moment donné, si on veut rééduquer, refaire, cicatriser la muqueuse intestinale, eh ben, il faut du temps de repos digestif. Alors l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle du fasting à l'heure actuelle, ou du jeûne intermittent, comme faisaient nos ancêtres. Hein. Ils partaient à la chasse le matin et ils mangeaient que le soir quand ils rentraient, hein, quand ils étaient tranquilles, quand il n'y avait plus à se défendre, à chasser, que leur énergie revenait dans leur système digestif. Et c'est là que la faim apparaissait, et c'est là qu'ils avaient à manger de toute façon. Hein. Alors bien sûr, quand ils attrapaient une grosse bête, ils avaient à manger pendant un mois, et là ils n'étaient plus obligés de partir à la chasse tous les jours. Mais en général, il y avait un repas maximal. Hein. Voilà. Et la notion de 3 repas, elle vient surtout du fait qu'on consomme des sucres qui nous donnent tout le temps faim en fait. Oui. Voilà. Il suffit un peu de pain le matin avec un peu de confiture ou un chocolat au lait ou un truc un peu sucré, vous avez un pic de glycémie tellement fort que 2-3 heures après vous avez la dalle quoi. Hein. C'est évident, hein, ce qu'on appelle la réaction insulinique avec la fringale qui suit. Et l'hypoglycémie réactionnelle fait qu'on a tout le temps faim, quoi. Et il y a d'autres facteurs qui fait qu'on a des fringales. Hein. Voilà, les bactéries nous réclament aussi au niveau intestinal des choses, etc. Mais dans l'idée, une alimentation qui garde une petite partie de végétaux vivante, un petit peu de cru. Voilà, c'est une base pour presque tout le monde. Presque, hein, je dis bien, parce qu'il y en a, ils peuvent vraiment peut-être pas tolérer le cru. Ouais, moi j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui ne tolèrent plus du tout le cru parce qu'ils ont trop mangé de végétaux et de cellulose et ils ont trop irrité leur système. C'est-à-dire que pendant un temps, il faut vraiment baisser, effectivement, et voir faire ce qu'on appelle une monodiète sans fibres, hein, enfin une alimentation sans fibres. Sans résidus, Et penser peut-être par des petits jus de légumes, pas trop sucrés, pour avoir quelques minéraux et vitamines, hein, quelques enzymes, hein, voilà. Mais c'est même pas une obligation et on ne sera pas carencé ou constipé parce qu'on n'a pas de fibres dans son repas. Je veux dire, nos ancêtres, ils bouffaient des fois 1 kilo de viande par jour. Ils n'avaient pas toujours l'hiver de fibres avec. Et notre intestin est adapté pour quand même pouvoir digérer et éliminer la selle, même s'il n'y a pas de fibres. Voilà. Mais non, c'est pas le cas pour tout le monde. Donc on gardera un petit peu de fibres de temps en temps. Et c'est pas gênant du tout. On est fait pour consommer un minimum. Je dis bien un minimum. Hein.